à tous, on se retrouve aujourd'hui en live du One to One Monaco, un événement exceptionnel. On va pouvoir rencontrer de nombreux marchands et avoir de super conférences. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Amélie Poisson, directrice marketing et digital chez La Redoute, pour échanger un peu sur les sujets clés, approfondir la conférence aussi qu'on a vue ce matin. Comment allez-vous, Amélie ? Bonjour Nicolas, moi je vais très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots sur votre parcours et puis votre rôle actuel au sein de La Redoute ? Alors, ça fait 25 ans que maintenant je travaille dans le retail et e-retail. Donc j'ai passé, au début j'ai commencé dans une entreprise qui s'appelait Arthès, on vendait des produits dérivés de l'art. D'accord. Donc ce qui était intéressant, c'est que je suis arrivée stagiaire et quand je suis partie au bout de 4 ans, il y avait 16 magasins. Donc j'ai vu une chaîne grandir et j'ai appris le métier comme ça. Et ensuite je suis partie à la Fnac où j'ai fait différents métiers dans tout ce qui était marketing, branding, animation de terrain, événements culturels. Et puis j'ai rejoint La Redoute en fin 2011 comme au départ directrice de la marque et après j'ai pris le digital, le marketing, le digital, la relation client. Super évolution, de commencer en tant que stagiaire, découvrir le retail, la croissance et puis maintenant de basculer sur le e-commerce et les nombreuses problématiques. On l'a évoqué sur nos questions, vous me l'avez dit, mais nos questions ont un train de retard sur La Redoute, puisque La Redoute a énormément évolué sur ces dernières années. La Redoute, c'est connu pour le magazine physique, il n'est plus en distribution actuellement. Ah non, alors le catalogue de La Redoute, le fameux pavé de 1276 pages, le dernier date de 2015. D'accord. Donc effectivement, e-commerce Nation a un tout petit train de retard. En fait, vraiment, une de mes missions, c'était de travailler sur la digitalisation du marketing et de passer d'un modèle VP6 à un modèle de marketing digital. Donc on a fait ça sur plusieurs années, hein, ça prend pas une saison. Donc on a commencé à travailler en 2012 sur ce sujet et en 3-4 ans, on a complètement arrêté le catalogue et on a digitalisé l'ensemble des investissements marketing. Vous l'avez évoqué sur votre conférence, de basculer sur la digitalisation, on s'adresse à un public qui est parfois différent. J'imagine que le catalogue, c'était un autre profil. Vous l'avez évoqué sur la conférence. Maintenant, vous ciblez beaucoup plus sur des sujets de marque, avec un rapport horizontal vis-à-vis des communautés, comme des plateformes comme TikTok, avec le challenge que vous avez lancé et qui a connu un très fort succès. Quelle est votre vision par rapport à ces nouvelles plateformes-là et les nouveaux usages par rapport aux cibles du digital ? Donc tout l'enjeu, c'est pas une question juste de dire je vais sur TikTok parce que c'est à la mode, etc. La question, c'est de quelle est la cible stratégique et qu'est-ce qu'elle consomme en termes de réseaux sociaux au quotidien. Et donc, on est allé sur TikTok pour avant tout s'adresser aux jeunes. Les jeunes, quand on regarde dans Kantar, les 11-14 ans, achètent à La Redoute via finalement le portefeuille de leurs parents. Le sujet, c'était d'affirmer encore plus que La Redoute pouvait devenir une marque pour eux, en tout cas en termes de fournisseurs de grandes marques comme Converse, Nike, Levi's, etc. Donc cet enjeu, il était très clair et c'est pour ça qu'on est allé sur TikTok. Après, on a parlé de TikTok, mais on va dire les cibles stratégiques, nos cibles stratégiques aujourd'hui, elles sont plus encore sur Instagram ou sur YouTube. Donc la question c'est de savoir qu'est-ce que je propose comme expérience ou comme type de communication. Sur la partie maison, qui est très importante aujourd'hui dans notre activité, Pinterest aussi est très intéressant parce que c'est encore un autre type de plateforme où les gens sont en mode projet. Ils refont la chambre de leur enfant, ils déménagent, etc., etc. Donc c'est typiquement autour du projet et donc on doit aussi être présent d'une autre façon sur Pinterest. Donc tout l'enjeu, c'est quelle est la cible et quelle expérience on doit faire vivre sur la plateforme et on doit s'adapter à chaque fois au code de la plateforme. De ce que j'entends à travers votre conférence et puis vos réponses, vous avez une préoccupation très empathique par rapport à vos cibles, notamment sur cette volonté. Vous avez évoqué durant la conférence que vous n'avez pas forcément de ROI à évaluer sur la campagne TikTok par exemple, et donc vous recommandez de faire preuve d'audace à vos équipes. C'est ça votre vision ? Donc alors en fait on est très héroïste. Au contraire, on a construit l'ensemble du marketing digital vraiment sur la performance et sur la mesure du ROI. Simplement, quand vous avez 90% ou 95% de votre budget qui peut être héroïste, vous pouvez quand même avoir une réserve budgétaire pour tester des choses. Et le sujet, je suis sûre que TikTok m'a rapporté des choses, mais à l'époque, quand on y est allé,
la mesure, le tracking n'était pas mature. Aujourd'hui, il l'est beaucoup plus. En 2 ans, ils ont beaucoup plus progressé là-dessus. C'est pas ça qui m'a empêché d'y aller. Voilà. La question, c'est que pour moi, je considère que si la stratégie est bonne et si ça sert votre stratégie, vous devez passer outre cette mesure. Mais bien entendu, à aucun moment je dis qu'il ne faut pas mesurer. Plutôt dans une logique d'expérimentation Exactement. et d'être précurseur. Très intéressant pour les autres e-commerçants. Parfois, ils se posent des questions, ils se disent « Ok, je ne sais pas comment mesurer tel levier », mais l'une des solutions, voilà, on en a parlé, du test and learn, d'expérimenter. Pinterest, par exemple, commence à être un petit peu plus robuste sur la mesure. On les challenge beaucoup, mais ça ne nous empêche pas d'investir. D'accord. Voilà. Très intéressant sur cette logique-là. Vous développez, donc vous testez sur des nouvelles plateformes. Selon vous, quelle est votre vision sur tout ce qui se développe aujourd'hui? On parle de métavers, de NFT, de nouvelles plateformes. Est-ce que c'est encore trop tôt pour des structures comme La Redoute ou des structures qui viennent déjà du retail, qui s'optimisent, continuent de s'optimiser sur le e-commerce, ou est-ce que non, vous considérez que c'est dès aujourd'hui qu'il faut être présent? En fait, je ne pose pas les choses. Quand on vient du retail, on est passé d'un monde physique à un monde digital. Le métavers, c'est un monde virtuel, c'est un 3e monde. Tout l'enjeu demain, ça sera de réconcilier ces mondes et de faire des passerelles. Peut-être qu'à terme, et je ne sais pas si je serai encore là, nos business models seront uniquement dans un monde virtuel ou peut-être pas. J'ai eu une question pendant la conférence, mais est-ce que c'est pas un effet d'annonce et un soufflet qui va retomber? J'en sais rien. Je ne suis pas Nostradamus pour le coup, donc je ne vais pas prévenir l'avenir. En tout cas, je pense qu'on doit vraiment s'y intéresser et on ne doit pas opposer les choses. Il y a encore énormément de choses à faire entre digital et physique ou figital. Évidemment, le gros du business aujourd'hui, il est concentré sur ces 2 mondes et il n'est pas prêt d'être concentré sur le métaverse. En tout cas, pas sur un modèle de e-retail ou de retail généraliste, on va dire accessible, moyen de gamme. Donc maintenant, quand on voit certaines expérimentations, en particulier du luxe, de l'immobilier ou de l'art, on peut se poser des questions. Donc notre enjeu, c'est de faire de la veille et de se dire comment ça peut se transposer dans notre business model. Et avant d'imaginer un business model, c'est qu'est-ce qu'on peut faire vivre dans le virtuel? Quelle est la prolongation de l'expérience? Est-ce que demain, je sors une capsule, une collaboration? Est-ce que j'ai le pendant virtuel de l'objet? Est-ce que c'est juste un coup de com'? Pourquoi pas? Ça sera déjà un coup de com'. Ouais. Est-ce que derrière, j'en vendrai? On verra bien. Voilà. Je vois des expérimentations, des choses assez intéressantes. Et par ailleurs, en tout cas dans nos verticales de la mode et de la décoration, je trouve ça très intéressant parce que c'est même une esthétique un peu nouvelle. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, ce que ça dit de notre monde, c'est les esthétiques de ce monde virtuel, comment ça se traduit aussi dans le physique. Et en mode, c'est très prégnant et on voit de plus en plus de collaborations arriver sur des personnages de gaming, sur une esthétique particulière, sur des mondes un peu différents, mais même en décoration, sur le futurisme. Vous avez parlé de ces tendances, voilà, observer un peu les tendances d'utilisateurs sur le gaming, l'esthétisme qui évolue. Par rapport à votre vision maintenant transversale du retail ou e-commerce et puis ces nouveaux enjeux, est-ce que vous avez quelques conseils à donner à des e-commerçants qui sont déjà matures et qui se posent encore un peu ces questions sur les enjeux de demain ou comment continuer à grandir après la crise sanitaire? Alors, c'est difficile de répondre à cette question, Nicolas. D'abord, ça dépend complètement à qui tu t'adresses, de la maturité des enjeux. En tout cas, moi, je sais qu'il y a la transformation digitale et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, c'est des choses relativement classiques et qu'on connaît déjà, mais est-ce que c'est une réalité dans chacune de nos entreprises? Ouais. Est-ce que je suis suffisamment data-driven? Est-ce que ça modifie mes process ou ma façon de penser? Est-ce que je mets le client avant tout autre type de considération? Et il y a une notion, on a parlé de technologie et de métaverse, mais en fait il y a une autre transformation qui est devant nous, c'est la transformation environnementale. Et celle-là, elle est fondamentale, pas simplement dans la préoccupation des clients. On voit bien qu'aujourd'hui on est tous un peu schizophrènes, on a envie de mieux faire mais pas de payer, ok. Mais donc une fois qu'on a fait ce constat-là du client qui veut un produit plus propre, sans surcoût, quel est le business model de demain? Donc la question, j'ai envie de dire que c'est encore plus fondamental pour moi à court terme que le métaverse, c'est de s'intéresser à son business model sur la dimension RSE. Ok.
Ok, super intéressant de voir les priorités. Vous mettez bien à jour tous ces éléments-là dans la réflexion. Et je pense que la Redoute, vous l'avez mentionné durant la conférence, il y a cet aspect survivaliste de revenir, Phoenix qui renaît de ses cendres, mais de se réinventer. Et c'est une occasion pour re-questionner ces modèles économiques et continuer d'évoluer. Donc on va suivre la Redoute sur ces prochaines années. J'invite l'ensemble de la communauté à voir les différentes campagnes. Il y a le spot TV, il y a la campagne sur TikTok qui a aussi cartonné, vraiment qui est très novateur pour une structure aussi traditionnelle et historique que la Redoute. Donc félicitations pour toutes ces belles campagnes à vos équipes également. Le dernier point, j'imagine que le One-to-One Monaco, c'est pas forcément la première fois pour vous. Non, c'est pas la première fois. Voilà, qu'est-ce que vous appréciez sur cet événement-là? Vous venez pour des rencontres, pour de la veille, c'est quoi un petit peu les alors là, j'ai la chance de faire partie du comité éditorial du One-to-One Monaco, donc de travailler aussi au programme, et je trouve ça très intéressant avec Sonia et toute son équipe. Ça fait 5 ans que je suis pas venue pour plein de raisons, le Covid, une année où j'ai pas pu, une année où j'étais enceinte, etc. Donc je reviens avec grand plaisir, mais effectivement je viens ici depuis longtemps. Pour moi, c'est une parenthèse où effectivement on se reconnecte de façon très rapide, en 2 ou 3 jours, avec l'ensemble d'un écosystème. Et en fait, même si c'est un investissement, ça paraît être un investissement de temps, c'est un vrai gain de temps. Vous l'aviez au quotidien, ce contact avec d'autres e-commerçants ou d'autres players Oui, au bout de 25 ans de retail, on a un réseau et on est tous passés dans pas mal d'entreprises. Donc oui, bien sûr que personnellement, j'ai un réseau de retailers et c'est très important d'échanger avec ses pairs. Mais voilà, on n'ose pas toujours, on est un peu dans son tunnel, donc il y a connaître les gens et il y a avoir le réflexe de je les appelle pour échanger sur une problématique, sur une tendance, etc. Donc l'intérêt là de se voir physiquement, c'est que finalement vous faites que ça, il y a une espèce de cocon et c'est ça qui est très efficace. Très bien. Amélie, merci pour cet échange très riche et très intéressant. Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin aux explorateurs de la nation du e-commerce, si vous avez peut-être un message à faire passer à tous les e-commerçants qui nous suivent. Oser. Voilà, le mot de la fin. N'hésitez pas à oser, aussi à se rapprocher peut-être sur LinkedIn s'il y a des gens qui souhaitent contacter Amélie, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a énormément de choses qui évoluent aujourd'hui sur l'écosystème. Et puis je vous invite à redécouvrir la conférence d'Amélie. Je pense qu'elle sera redisponible sur les canaux de communication du One-to-One Monaco. Merci à tous et je vous souhaite à tous une très bonne exploration de la nation du e-commerce. Merci Nicolas. Merci à toi.